encore un mot sur le Burkina Faso avant d'évoluer au Togo. Vous évoquiez la thèse de la frustration de Gilbert Diendéré par rapport à Isaac Zida. Oui, justement, je disais qu'en fait, Zida était le numéro 2 du RSP. Et Diendéré était le patron. Du moins, disons que Diendéré était le vice-président du Burkina Faso. Parce que ça, il faut le dire, il était avec Kamparé depuis des années. Or, c'est Zida qu'on a pris pour faire partie de la transition. Quelqu'un qui vient donc, lui croyait qu'il lui devait peut-être obligation et soumission. Or, une fois dans la transition, Zida a coupé tout le pont, donc a rompu tout le pont donc avec les hommes donc, de Diendéré. Donc, à un moment donné, eux, s'ils ont passé, il faut le dégager de là pour prendre d'autres hommes. C'est pourquoi il a tellement dopé le moral donc, de ceux qui le suivent qu'à un moment donné, ils ont résisté jusqu'à la fin. Parce que malgré la menace, malgré les injonctions donc, des forces loyalistes, ils sont restés là. Il a fallu que deux canons puissent atterrir dans leur base et ils se sont volatilisés. Vous voyez-vous? Donc, c'est là le mal. Mais il faut également saluer en fait, les autorités traditionnelles du Burkina Faso, surtout le Moro Naba, le Moro Naba Selon, qui également a tellement fait du bien pour ce pays-là. Figurez-vous que même avant même la loi de Blaise Compaoré, il voulait encore modifier en fait la loi. 37, mais bien avant cela, il a fait une fois, le peuple voulait quand même manifester. Il a dit, il a quand même pris certains dirigeants politiques, mais si ce n'est que pour 10 ans, mais laissez-le. Donc le monsieur croyait que 10 ans c'est une éternité. Maintenant il a déjà fait 5 ans. Il voyait déjà les 5 prochaines là devant. Il dit non, il faut encore refaire. C'est là où le peuple s'est soulevé. C'est pourquoi je vous dis que lorsque vous abusez donc de la patience d'un peuple, à un moment donné, lorsque le monsieur sera dos au mur, s'il retourne, peut-être que ce sera le désastre. Voilà. Dernier sujet ce soir, c'est le Togo, 19 août 2017, 19 août 2018. Les leçons à tirer ce dimanche. Ça fera 1 an que cette date mythique va résonner dans l'esprit des Togolais. Un 19 août, Jeff Le Prince, on n'oubliera jamais cette date-là. Oui, c'est vrai qu'on n'oubliera jamais cette date. J'ai eu à écouter le communiqué lancé par le parti qui avait lancé l'assaut du 19 août 2017 aussi, qui a dit ce 19 août, ça doit être un dimanche. Il demande une journée de recueillement, que les Togolais prient pour les morts, prient pour les blessés, etc. etc. J'ai eu à écouter le communiqué. Donc ça devient une date historique dans l'histoire du Togo en réalité. C'est vrai que des partis politiques avaient fait cette lutte quand nous prenons depuis 90 jusqu'à ce jour, les gens ont fait cette lutte. Mais pour le 19 août, ça a été une surprise pour le pouvoir Faure-Gnassingbé. Ça veut dire justement que la leçon à tirer dans ces situations est que tout est imprévisible. Et quand vous êtes dans une situation, dans une mauvaise gouvernance, où vous refusez à un moment de faire la volonté du peuple, de pouvoir faire les réformes qui s'imposent dans votre pays, un beau matin, quelqu'un peut se lever quelque part et faire une révolution, appeler une population, parce que ce qui s'était arrivé le 19, si on n'avait pas vite circonscrit cette situation, ça peut vraiment tourner, ça peut tourner quand même à une révolution. Mais nous rendons grâce à Dieu que nous ne sommes pas allés sur ce terrain, parce que nous avons parlé tout à l'heure du Burkina Faso. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce n'est pas toujours rose quand vous renvoyez un chef d'État du pouvoir dans ces conditions. Et c'est justement pourquoi on appelle les chefs d'État, qui sont les chefs d'État qui sont au pouvoir, de faire le maximum, de faire le nécessaire, c'est-à-dire de pouvoir prendre des lois pour protéger la nation, pour protéger, même si vous n'êtes pas président, de permettre à d'autres citoyens de votre pays de pouvoir passer par là, au-delà de la vie présidentielle, on peut devenir quand même un citoyen comme tout autre. Leçon à tirer, beaucoup de leçons à tirer. Il faut dire que le PNP avait lancé un appel à toute la classe de l'opposition togolaise à l'époque, parce que les partis politiques de l'opposition au départ ou bien par le passé, on a toujours pensé que un parti est plus populaire que l'autre, que nous sommes plus populaires. Quand on dit nous avons 5 députés à l'Assemblée, 10 députés, les gens nous connaissent mieux, même si on a les moyens pour aller faire la campagne, on ne peut pas campagne parce qu'on dit même si nous disons nous sommes candidats, les gens vont voter. Et là, au lendemain des élections, vous savez ce qui se passe. On nous a volé, on nous a fait ci, on nous a fait ça, alors que le travail doit se faire sur le terrain. Donc, le PNP a dit, mais seul
on ne peut pas le faire. On a lancé un appel, et surtout au chef de file de l'opposition que Tipi Achadam avait appelé à l'époque. Et aujourd'hui, grand frère, cette lutte n'est pas une lutte personnelle, mais pour toute la nation togolaise. Aujourd'hui, la leçon à tirer... Est-ce que lui n'avait pas été un peu dépassé par l'ampleur des événements, ce 19-là? Oui, je peux le... Était dans une logique d'appel? Oui, je peux dire oui et non. Parce que si ça tournait autrement, il va quand même endosser la responsabilité. C'était un peu Sylvestre. Sylvestre, le 19 août 2017, c'est l'autre 5 octobre. Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. D'abord, je vais quand même profiter de votre antenne pour m'incliner devant la mémoire donc, de nos compatriotes qui sont tombés. Donc ce 19 août et les jours suivants. En réalité, le Togo n'a pas besoin de cela. Moi, je me dis, surtout que nous avons quand même sur notre conscience 22 ou 100 morts. C'est selon les organisations sur notre conscience. Il faudrait à un moment donné que nous comprenions qu'il faut bien faire les choses pour avancer. Maintenant, les leçons à tirer, moi, je me dis aujourd'hui que... Est-ce que d'abord le 19 août 2017 aurait eu cette ampleur si on n'avait pas eu le 18 avec les déclarations va-t-en-guerre, peut-être même de part et d'autre? Non, justement, j'allais en venir là parce que je me dis que lorsque vous gouvernez un pays par la force, par la violence, c'est le retour de la médaille, c'est assez genre donc de scène qu'on assiste très souvent. On n'en saurait pas là aujourd'hui si le PMP qui voulait manifester pacifiquement, parce que moi j'étais donc à leur dernier meeting à Agoué, et où Tikui disait que sortez en dimanche, soyez en dimanche et allez manifester tranquillement. Je crois que on devait quand même encadrer cette manifestation qu'on n'en saurait pas là aujourd'hui. Mais lorsque vous écoutez les déclarations du ministre de la Sécurité à l'époque, il dit que c'est quoi le PMP, et si nous on dit qu'il n'y aura pas marche, mais s'ils persistent, nous on va quand même les réprimer, on va les réprimer, on va les charger et tout, que même si un élément de nous essuyait des coups de feu, nous allons riposter. Avec ce genre de déclaration. Peut-être qu'il avait aussi des retours que nous... Non, il avait quel retour? Il avait quel retour? Parce que le 19, nous avons vu ce qui s'est passé. Il n'avait pas de retour. Les gens veulent manifester tranquillement. La Constitution leur donne le droit de manifester. Prenez seulement des dispositions en tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Prenez seulement le droit donc d'encadrer la manifestation et il n'y aura pas de rabuge. Mais lorsque vous commencez par des discours de va-t-en-guerre, mais attendez, que la réponse sera la même de l'autre côté. Maintenant, les gens ont voulu manifester, on commence par les réprimer tout, et nous avons vu là où ça nous conduit aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que lorsque vous voulez toujours gouverner peut-être un pays par la violence, par la force, attendez qu'un jour, lorsque les gens seront devant les faits accomplis, est-ce qu'ils n'auront plus quand même d'échappatoire? S'ils se retournent contre vous, peut-être que ça va être du désastre. Jeff, le prince, non, on va se partager. Jeff, le prince, est-ce que fondamentalement quelque chose a changé à partir de ce 19 août 2017? Changer, je pense que les acteurs ne sont pas là pour répondre. Les acteurs ne sont pas là parce qu'ils ont une idée en lançant cette marche du 19 août qui a permis quand même au regroupement de la C14 et alliés aujourd'hui. Donc en réalité, quel était l'objectif? Comme le pouvoir pourra quand même faire cette intention de dire que c'est pouvoir chasser le président de la République au pouvoir. Le PNP ne l'a pas dit ainsi. On est en train de faire un procès d'intention, mais est-ce que c'était réellement l'idée qui était cachée derrière? On se pose tellement de questions. Aujourd'hui, je pense que ça a plutôt compliqué la situation du Togolais, en ce sens que le quotidien du Togolais aujourd'hui, tout est bloqué à tous les niveaux. Certains vous diront qu'avant le 19 août, la vie n'était pas rose non plus. Oui, je sais que la vie n'était pas rose, mais aujourd'hui, quand vous allez un peu dans les marchés, vous allez un peu dans les services, vous comprendrez que ce n'est plus ça. C'est vrai que le Togolais souffrait avant, mais après ce 19 août, tout a été bloqué complètement. Oui, à qui la faute? Je l'avais dit au départ que en réalité, si vous avez la possibilité de changer les choses, il faut le faire et partir par la grande porte. Et c'est ce que le parti au pouvoir n'avait pas fait, parce que après l'APG de 2006,
où un chemin était tracé, on devait faire ces réformes. Vous savez que sur l'affaire de l'APG, tout le monde se renvoie la responsabilité. Hein, on dit oui, c'est vrai. C'est vrai que l'opposition a sa responsabilité. C'est que les responsabilités sont partagées. Il ne faudrait pas que nous nous leurrons aujourd'hui parce qu'après l'APG, il y a des partis, à l'époque, quand je prends l'UFC, qui disent on ne prend pas le premier ministre de notre camp, nous n'allons pas participer au gouvernement. Ils n'ont pas permis à Gbagbo de pouvoir opérer les réformes. Des Défort Gnassingbé a opéré les réformes. Gbagbo s'est retrouvé seul et aujourd'hui, nous avons les conséquences. Donc, si à l'époque, on comprenait que sans moi, l'autre peut le faire, je peux l'accompagner pour le faire, je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui. L'opposition togolaise ou bien l'opposition dans son ensemble en Afrique, on se dit, si ce n'est pas moi, l'autre aussi ne doit pas passer. Ouais, ce qui s'est passé en RDC ou bien dans un pays où on a dit, faites une proposition de 3 ministres, proposition de 3 noms où nous allons prendre le premier ministre. L'opposition était incapable de faire une proposition où un parti disait que c'est chez moi, vous devez prendre le premier ministre. Donc ça veut dire que tout ça là, ça posait tellement de problèmes. Mais au-delà de tout, si on n'a pas aidé à Gbagbo à faire les réformes après l'APG, le chef de l'État Faure Gnassingbé qui a pris l'engagement avec tout ce qui s'est passé en 2005 au lendemain du décès de général Gnassingbé Yadema, il devait quand même faire ces réformes rapidement et permettre aux Togolais de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, il serait un ancien président de référence dans notre pays, ce serait très bien. Mais quelque part, des partis politiques pourront quand même comptabiliser cette situation de pouvoir se réorganiser. Quand vous prenez le parti uni, par exemple, qui n'avait pas mis ses structures en place, il a fallu un 19 pour permettre à ce parti de mettre les démembrements de son parti, de faire son congrès national, etc. Est-ce que ça a permis aujourd'hui de régler les problèmes le 19 août? Parce que après ça, il y a eu le dialogue et tout, mais on ne s'en sort toujours pas. Oui, je crois qu'avant de venir à cette question, je crois que la précédente, est-ce que quelque chose a changé au pays? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé au pays. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, plus rien ne sera plus comme avant. Parce que si vous prenez déjà, et là je viens peut-être à votre deuxième question, si vous prenez aujourd'hui peut-être la feuille de route, ou bien avant, si vous prenez le projet de loi du gouvernement togolais de septembre 2017, je me dis que est-ce que les gens doivent quand même attendre que ce peuple-là se soulève avant d'introduire ce projet de loi de réforme au Parlement? Est-ce que les gens doivent attendre cela, que les Togolais se soulèvent d'abord? C'est pourquoi je vous dis que nous avons quand même perdu du temps pour rien. Si nous prenons l'APG était la Bible, tout le monde l'a dit, que c'était la Bible. Et il incombe donc au gouvernement togolais d'appliquer cela. Si nous prenons le Ghana par exemple, Ronlisa lui-même fait les réformes. Et puis il est parti. Donc le gouvernement togolais devait quand même faire les réformes. Mais à un moment donné, c'est parmi les membres du gouvernement qu'il disait que non, que la PG est caduque. Voyez-vous, lorsque vous signez un document ensemble, ne serait-ce que pour arrêter l'hémorragie à l'époque, et là, au lieu donc de dérouler, de faire donc ces réformes-là, vous attendez pendant 12 ans. Et là, vous attendez, c'est quand le peuple s'est encore soulevé que vous avez introduit un projet de loi. Est-ce que ça, on ne devait pas quand même le faire beaucoup plus tôt? Et là, ça va permettre peut-être aux acteurs politiques de discuter sur le projet de loi de gouvernement, et peut-être aujourd'hui, on n'en serait pas là. Voyez-vous, donc, on a tellement, les gens attendent. C'est pourquoi je faisais une caricature reçue dans la dernière fois, que le gouvernement togolais fonctionne comme, peut-être, excusez-moi, comme un mouton. Il faudrait seulement le bâtonner un peu, il avance un peu, il s'arrête. Il attend encore à ce qu'on lui donne encore un petit coup de main, et un petit coup de bâton, et il avance un peu, il s'arrête. C'est cela. Je vous dis, aujourd'hui, les gens ont tellement donc de possibilités à changer ce pays. Et là, on n'aura pas encore des morts à déplorer pour rien. Donc, ça a changé, effectivement, les gens, les deux tours. Moi, je me dis que c'est déjà un acquis. La limitation de mandat, c'est déjà un acquis. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que lorsqu'on disait que papa nous a dit que si le pouvoir nous échappe, ça veut dire que finalement, c'est derrière nous. Il y a déjà des acquis. Maintenant, il faut avancer. Il faut avancer. Alors, Jeff, est-ce qu'au niveau du rapport de force, quelque chose a changé là-bas? Au niveau du rapport de force changé, oui, je peux dire oui, parce que à un moment, le gouvernement a pensé que nous avons quand même la possibilité de pouvoir réprimer, d'interdire les marches avec les communiqués scandaleux qui sortaient à la veille des manifestations, etc. Mais à un moment, ce gouvernement a compris qu'en réalité,
on ne devait pas aller en ce sens-là. Parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux ont beaucoup contribué dans cette situation où les gens se cachent derrière les réseaux sociaux, ils font des déclarations qui disent « Ah, ça a déjà commencé ici, population togolaise, sortez ». Et vous allez voir que petit à petit, la voix de Yark a baissé, le général Yark, la voix a baissé, la voix de le ministre Gilbert Bahora, entre-temps, qui a baissé, la voix de M. Boukwesi, entre-temps, qui a baissé, alors qu'au début, c'est ces complètement disparu. Alors qu'au début, c'est ces messieurs qui faisaient des déclarations quand même pour empêcher, pour quand même effrayer la population, pour dire nous sommes là, on va réprimer jusqu'au dernier retranchement. Mais à un moment, ils ont compris qu'en réalité, ce rapport de force, on devait quand même calmer la situation, tendre la main à nos frères togolais pour pouvoir s'entendre. Et l'opposition doit comprendre aussi, doit tirer les leçons en disant qu'en réalité, quand vous demandez 5 choses et que vous avez 2, il faut saisir les 2 que vous en avez d'abord. Parce que la feuille de route aujourd'hui, je dis, limitation de mandat, élection en 2 tours, on devait faire ça. Pourquoi on a traîné? Pourquoi on a enregistré des morts, des blessés aujourd'hui à cause de ces revendications? Alors que maintenant, nous tournons à rond. Je dis, cette feuille de route aussi qui pose problème aujourd'hui, chacun essaie d'interpréter à sa manière. Et nous attendons de voir si ça pourra quand même aider les Togolais à sortir de cette situation. Parce que les investisseurs ne veulent plus venir au Togo. Les investisseurs qui ferment leurs boutiques au Togo aussi. Voilà la crise, les conséquences de cette situation du 19 août 2017. Sylvestre, est-ce que le 19 août 2017 n'a pas aussi redessiner le schéma de l'opposition? Oui, quelque part, oui, parce que nous avons enregistré le PMP, le PMP de Tchekpi Achada. Mais sauf que c'est... je crois que c'est... On a eu au même moment des partis moribonds qui se sont... Voilà, aujourd'hui, tout le monde parle au nom du peuple. Vous savez, lorsqu'il y a crise, et c'est toujours comme ça, je crois que là, ça ne doit pas quand même nous étonner. Lorsqu'il y a crise, il y a chacun qui essaie donc de tirer le droit de son côté. Et puis, il y a des businessmen aussi qui profitent de la situation. Vous verrez qu'il y a quand même toute une panoplie d'associations, de soutien, de tout ça qui... Là, parce que là, quand il y a crise, de part et d'autre. Donc, quand il y a crise, ils se disent société civile avec clichés politiques et tout. Donc, de part et d'autre, on a ça. Mais ça a quand même redessiné le paysage politique. Mais je crois que c'est toujours les élections qui vont quand même nous donner peut-être le vrai schéma donc du moins de la corrélation ou du moins de la peinture politique, si on peut le dire ainsi. Et là, je vais quand même demander aux acteurs politiques d'accorder leur violon pour qu'on puisse quand même sortir. Aujourd'hui, lorsque je vois ce que du moins l'opposition demande au gouvernement, je me dis que c'est pas c'est pas quand même la mer à boire pour ce régime-là. Lorsque la dernière fois, ils ont encore parlé donc du moins de la composition donc des membres de la Cour constitutionnelle. Et je me dis que en réalité, si vous prenez du moins la composition de la Cour constitutionnelle dans la version originelle donc de la loi fondamentale, il y avait 7 membres. Il y a 2 membres qui doivent être élus par le président. D'abord choisi par le président du Parlement et nommé. Il y a un qui doit être nommé par le président de la République, un par le Premier ministre, parce qu'il faut combattre à l'époque aussi. Le Premier ministre n'est pas un valet du président. Il y a un qui doit être nommé par le magistrat, un avocat, un universitaire et tout. Lorsque vous voyez la composition, vous verrez que ça demande ça clarifie les choses. Il y aura une transparence dans les choses. Donc aujourd'hui, si vous prenez la loi que nous avons aujourd'hui, il y a 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 qui sont nommés par le Sénat. Le Sénat n'existe pas, donc le Parlement. 3 qui sont nommés par le Parlement. Aujourd'hui, si vous prenez les 9, vous verrez que c'est pratiquement le parti au pouvoir qui choisit les 9, parce que le parti au pouvoir a une majorité au Parlement. Le parti au pouvoir, le président du parti au pouvoir, c'est le président qui nomme 3. Et puis le Sénat qui n'existe pas. Donc les 6 membres qui viennent donc du Parlement, c'est le parti au pouvoir. Et les 3 qui viennent du président de la République, c'est le parti au pouvoir. Donc il n'y aura pas quand même de jeu clair. Donc aujourd'hui, si quelqu'un ne se reproche rien, mais allons quand même à cette composition de la CENI. Celui qui est le meilleur puisse gagner lors des élections, et puis on va continuer comme si des roulettes. Mais si les gens quelque part, peut-être qu'on a encore peut-être derrière la tête l'idée de fraude, et puis on va maintenir les gens, et bon, on sera encore dans des scénarios peut-être déplorables. Alors Jeff, est-ce que l'une des leçons aussi du 19 août 2017, c'est que désormais l'opposition estime avoir le droit de parler d'égal à égal avec le pouvoir sur un certain nombre de réformes, par exemple limitation, recomposition de la Cour constitutionnelle, l'opposition propose
que 1 soit nommé par le chef de l'État et les 6 restants, 3-3 pour les 2. C'est comment on veut partager le gâteau. Oui, c'est une occasion aussi, hein. C'est une occasion pour l'opposition togolaise aussi de pouvoir parler, comme tu le dis tout à l'heure. Mais au même moment, le retour à la constitution originelle aussi, qui a quand même tracé déjà le chemin. C'est pourquoi l'opposition s'accroche à ce retour, forcément. Mais au-delà de tout, je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on soit sincère et honnête dans ce pays. C'est-à-dire, et l'opposition et le parti au pouvoir. Ne sacrifiez pas le peuple, parce que chacun parle au nom du peuple. Alors, vous parlez au nom du peuple, si vous voulez le bien de ce peuple, vous devez vous comprendre. Parce que quand les politiques vont s'enfermer dans une chambre climatisée, dans 2 heures de temps, ils vont sortir quelque chose de bien pour ce pays, pour changer ce pays. Peut-être si on met la climatisation, ça ne va pas les aider. Il faut mettre la chaleur. Ah, mais c'est que la fumée blanche. Bon, c'est juste une blague, mais c'est pour être sérieux, parce qu'on a quand même la possibilité de pouvoir changer les choses pour que les choses aillent au mieux dans ce pays. Mais nous tournons justement parce que les gens trouvent des avantages, des bénéfices pour faire leur business dans ces situations. Alors que ça n'arrange pas la majorité de la population togolaise. Alors, je vais inviter humblement, et les partis politiques de l'opposition et le parti au pouvoir, de pouvoir s'accorder cette chance, de pouvoir échanger sérieusement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire avancer le pays. Mais je les invite aussi que pour faire changer les choses, changer un chef d'État à la tête d'un pays, etc., il faut passer par les élections. C'est la voie démocratique. Alors, aujourd'hui, si on traîne les pas d'aller à la CENI, etc., bon, je ne vais rien dicter à cette opposition, mais c'est à elle seule de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je souhaite aussi une composition paritaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Je demande aussi à cette opposition de demander à la CEDEAO, qui est en train de nous aider aujourd'hui à sortir de cette crise, de pouvoir mettre ce comité de suivi pour surveiller la transparence dans les urnes. C'est-à-dire que si c'est 10 Togolais qui votent X, qu'on donne les noms, la voix là à X. C'est ça, on doit s'atteler à ça. Mais si nous traînons le pas et qu'à la veille, on doit aller déposer les dossiers des noms pour aller aux législatives, je pense que par le passé, ça n'a pas aidé cette opposition de toujours boycotter et à quelques heures, on court rapidement dans la nuit pour aller déposer les noms. Je pense que s'il faut refaire la composition de la CENI aujourd'hui, la CEDEAO est là pour nous aider. Et on quand même voir la CEDEAO et s'atteler à ça pour qu'on puisse sortir le Togo dans ces situations, parce que les Togolais souffrent beaucoup. Sylvestre Béni, un 19 août, c'est fini, il n'y en aura plus, ou bien il y aura plusieurs 19 août? Il y aura plusieurs 19 août. Tant que le régime togolais continuera pas diriger ce pays de cette manière, tant que les gens continueront pas à bastonner les Togolais, tant que les gens continueront pas à brandir l'arbre contre les Togolais, contre le peuple, ce peuple-là qui contribue peut-être pour l'essor de la nation, et là, vous prenez quand même ces contributions pour acheter des armes, et les armes, vous les retournez contre le peuple. Tant qu'il y aura toujours cela, il y aura un 19 août. J'ai écouté un ministre qui s'est amusé à dire qu'il n'y aura plus de 19 août. C'est faux. Lorsque vous serez dans ce clivage-là, lorsque vous serez dans cette situation, lorsque vous serez donc dans cette dynamique-là de toujours opprimer le peuple, de toujours maintenir le peuple sur votre botte, je vous dis qu'il y aura toujours de 19 août. Parce que, qui aurait cru que quelqu'un qui a servi, même parce que Tikpi était presque un produit du régime, quelqu'un qui a servi le régime, à un moment donné, il a compris qu'il faut changer les choses. Il a compris qu'il faut changer les choses. Peut-être que le prochain 19 août viendrait peut-être du régime togolais, qui sait? Parce qu'aujourd'hui, même au sein du régime, il y a des frustrations. Il y a des frustrations parce que si aujourd'hui, le sondage Afro-Barométre dit qu'il y a 53% des membres du UNI qui veulent que le président togolais ne se représente plus en 2020, ça veut dire que au sein de ce régime... Comment on explique cet sondage? Non, aussi, écoutez, vous savez, ce 19... Je vais vous dire une chose. Si vous prenez quand même les rapports des institutions, de toutes les institutions, je vais vous dire, le rapport de 2005 sur les morts de Sarasoro a été contesté par le régime togolais. Le rapport du ACDH en 2013 a été contesté. Le rapport de la CNDH en 2012 a été contesté. Le rapport de l'Amnesty International a été contesté. Et vous croyez que c'est le sondage d'Afro-Barométre qui va rester? Non, moi, je souhaite que ce 19 ne revienne plus. Si on se comprend,
et si nous voulons le bien de ce pays. Là, ils doivent changer. Oui, ils doivent changer de comportement. Et justement, je pense aussi que le pouvoir doit faire le nécessaire de tenir parole. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, il ne faut pas remettre ça demain. De faire le nécessaire pour que les choses changent et qu'on aille rapidement. L'opposition aussi n'a qu'à mettre de l'eau, un peu d'eau dans son vin pour quand même dire si nous réclamons 10 choses et que nous arrivons à obtenir 6, 7, essayons d'évoluer pour voir ce qu'on peut faire pour faire marcher le pays. Sinon, nous risquons de tourner. Mais ce 19 aussi serait très difficile à revenir en ce sens que le 19 août 2017 a permis au pouvoir de pouvoir faire le quadrillage du pays aujourd'hui pour dire on a été surpris par un 19. Non, parce que quand vous écoutez un peu les autorités militaires, je pense qu'aujourd'hui, ils se disent mais on ne doit plus on ne doit plus attendre ce 19. Mais je ne souhaite pas qu'on aille encore à un autre 19, mais faisons les choses bien pour éviter un autre 19 dans ce pays. L'homme du 19 août lui-même, très rapidement, il devrait revenir? Oui, en réalité, je crois que ça ne fait pas toujours bien qu'un Togolais soit confrère en l'exil. Mais il paraît qu'il vit bien là-bas. Hein. Non, il paraît. Vous avez dit il paraît, donc parlons français. Donc vous savez, que tu aies des milliards. Vivre à l'étranger, c'est difficile. On est mieux que chez soi. On a connu un ministre, un premier ministre dans ce pays qui a tellement d'aisance financière. Mais je parle donc de Cordio. Mais de l'autre côté, quand il est revenu, on a vu que du moins physiquement, il est diminué. Prenez même Nachaba. Nachaba, après le coup d'État de 2005, il a fait seulement quelques jours au Bénin. Quand il est revenu, mais dis-moi, est-ce que quelqu'un a chassé Tikwi Achadam du territoire togolais? Il a dit que sa sécurité pose problème. Oui, sa sécurité n'est pas garantie. Oui, je suis d'accord avec toi. Au même moment, il y a des opposants rigoureux, c'est-à-dire durs, qui sont là. Mais comprenez que Jean-Pierre Fabre, il est là. D'autres responsables politiques sont là. Personne n'a renvoyé Tikwi Achadam, mais je pense que c'est lui-même qui parle de sa sécurité. C'est à lui de voir s'il peut revenir au pays. Non, c'est que le mal est venu de lui. La TV de Radio Lumière. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dans Le Monde en 7 et puis à lundi pour Regard Croisé.